Moi aussi, je suis très content d'être ici. Je vous remercie de nous accueillir dans cette journée multidisciplinaire. Et donc, moi aussi, je suis titulaire d'une chaire, comme Ruffin, dans Anity, qui porte ce titre. Elle concerne les capacités décisionnelles des robots cognitifs et interactifs. L'idée, l'objectif scientifique est essentiellement de travailler sur le développement des capacités cognitives et interactives pour des robots, de manière à les rendre, on va dire, pertinents d'abord, quand ils font sa tâche, mais également transparents, lisibles et acceptables dans leur comportement quand ils réalisent des tâches d'assistance ou de collaboration avec des humains. Le champ applicatif étant mentionné ici, essentiellement les robots d'assistance ou les robots, on va dire, coworkers ou équipiers. Et alors, ça fait un moment que je travaille là-dessus. J'ai mesuré un petit peu, j'ai fait mon compte, le nombre des années sur ce topic, le nombre de doctorants qui ont participé à ce travail. Et donc, je les citerai à la fin, mais je le mentionne ici. Et alors, qu'est-ce qui, nous, roboticiens, nous a amené à ça? Surtout que nous, au départ, les roboticiens ont travaillé sur le robot autonome. Et là, on s'intéresse aux robots collaboratifs. Eh bien, le rêve qu'on avait au départ, que j'avais moi quand j'ai commencé ma thèse, c'était le robot qui était tout seul, comme celui-ci, par exemple. D'ailleurs, j'ai travaillé sur un robot similaire de robot martien, qu'on imaginait ou qu'on voulait. Le but, c'était de le faire très capable, très intelligent, smart, essentiellement. Vous lui donnez une tâche, il l'a fait, il fait le job. D'ailleurs, il est plutôt ça. Et puis, il est prêt, soit il meurt à la fin de la tâche, c'est fini, ou il est prêt pour une nouvelle aventure. Donc, le héros, en quelque sorte, c'est celui-ci. Moi, dans ma culture, j'aurais plutôt pensé à celui-là. Solitaire, là aussi. Et donc cette nouvelle manière de voir les choses, ou plutôt cette extension de nos travaux, nous amène justement à nous poser les questions de qu'est-ce que c'est qu'un robot qui va interagir et qui va, on va dire, réaliser des tâches en présence de l'humain ou en synergie avec l'humain dans différentes situations. Donc le côté social, entre guillemets, des robots, bien que ce terme-là me gêne toujours, je préfère plutôt le robot pertinent, capable, lisible, etc. Mais se pose le problème donc, de comprendre les défis et de voir comment pouvoir les implémenter, et également les déployer et les mettre en œuvre vis-à-vis d'utilisateurs divers. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte petit à petit, c'est qu'en ajoutant ce paramètre, en quelque sorte, l'humain, eh bien, ça impose au robot de prendre en compte explicitement l'humain dans le système, et on va voir comment, et en fait, ça nous amène à revisiter l'ensemble des capacités décisionnelles qu'on attribuait au robot et qu'on avait définies d'une certaine manière. Et puis, finalement, même si ce robot-là est finalement près de l'humain et n'a pas besoin de toute l'intelligence qu'aurait un robot distant, en fait, on se rend compte qu'il a besoin de plus de capacités, notamment d'interprétation correcte de ce qu'il doit faire et de réalisation correcte et pertinente de ce qu'il fait. Et peut-être plus subtilité aussi, finalement. Alors, il y a c'est un slide que je présente souvent pour mon premier cours d'introduction aux étudiants et aux chercheurs nouveaux qui viennent chez nous, en leur disant, eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que rien n'est résolu encore dans notre domaine. Hein. Nous sommes juste en train de gratter la surface des choses. Et on trouve déjà plein de choses intéressantes, mais c'est loin d'être fini. Et toutes les choses que je vous ai présentées ici sont le début de quelque chose
simplement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis quelques années, on voit apparaître des robots qui sont capables voilà, de fonctionner près de l'humain, en proximité proche, parce qu'ils sont équipés de manière à ne pas les blesser, ou au moins ne pas les tuer, ne pas les mettre dans une situation difficile. Cette personne était doctorant à ce moment-là. Aujourd'hui, il est prof à TUM. Il est encore capable de dire quelques phrases simples et de réagir avec les gens. Donc, autrement dit, il survit à son robot. Ce que vous voyez à côté aussi, donc ça, c'est essentiellement des robots qui sont aujourd'hui capables de maîtriser leur couple et leur effort et de limiter les efforts qu'ils peuvent exercer quand ils sont proches des humains. Et donc, on peut imaginer que ces robots-là pourront travailler effectivement au voisinage de l'humain, en proximité proche, ou même partager la tâche avec l'humain, puisque physiquement, ils en sont capables. Et ça, c'est la partie, on va dire, physique, mécanique, contrôle, sensorimoteur de bas niveau. Le deuxième niveau, ici, vous avez un robot qui évite l'humain juste comme un obstacle, mais justement, il ne prend pas en compte l'humain en tant que tel. Simplement, il évite et il s'adapte en termes de distance par rapport à un objet qu'il détecte dans son environnement et qu'il évite en réalisant sa tâche. Ce qui va nous intéresser, c'est justement les capacités, on va dire, décisionnelles du robot et développer ces capacités de collaboration avec l'humain, fondées sur tout un ensemble de travaux. D'une part, toute la littérature et tous les travaux qui ont été faits et qui sont toujours faits aujourd'hui sur les aspects multi-agents, les architectures BDI, Belief Design Intention, les travaux sur le dialogue, notamment ceux de Clark, qui nous ont beaucoup intéressés. Et également, nous sommes en relation et nous travaillons avec des gens de la psychologie du développement, ici et ailleurs, et enfin avec la communauté dite du joint action, de l'activité conjointe, qui existe et qui réunit à la fois des philosophes et des psychologues sur cette notion d'activité jointe, conjointe entre les humains. Alors ça nous a semblé si intéressant qu'on a créé une série de workshops qui fonctionnent. On réunit, on en a fait déjà une 11, comme vous le voyez, plus 2 particuliers, plus des journées, où nous réunissons ces gens-là, des roboticiens, des psychologues, des philosophes, des ergonomes, et nous travaillons sur ces notions d'action conjointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les humains font pour travailler ensemble? Et quels sont les signaux qu'ils échangent pendant qu'ils travaillent? Quelles sont les informations qu'ils partagent? Qu'est-ce que c'est qu'un bon partenaire? Comment on le détecte? Et ainsi de suite. Donc, tout cela. Alors, je mets les liens ici. Les slides, pour la plupart, sont disponibles et beaucoup de papiers sont disponibles sur ces sites-là. Alors, quels sont les mécanismes de l'action jointe? Là, je cite donc Sebans et Knoblich qui sont, on va dire, au centre de ces initiatives-là. C'est une action jointe. Elle peut être vue comme l'interaction qui se déroule entre deux individus ou plusieurs quand ils coordonnent leur activité, leurs actions, pour réaliser une tâche dans l'environnement. Et on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent ici, les échanges qui se font, le fait de se partager les tâches, les communications, les signaux qu'ils s'échangent. On étudie également les négociations qui se font pendant la réalisation et également le fait que quand on réalise une tâche avec un agent humain, un autre agent, non seulement on fait sa part, mais on facilite le travail de l'autre et on monitore ce que fait l'autre pendant qu'on réalise sa tâche, pour lui faciliter et pour essentiellement réduire les incertitudes dans la réalisation de la tâche. L'essentiel, c'est ça, c'est de réduire les incertitudes pour plus de fluidité, plus d'acceptabilité dans la manière de réaliser. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention, ça peut aller tout de suite très mal, très très mal. Et pour le moment, avec les robots, on en est là. Ça va mal. C'est difficile, on n'y arrive pas bien. Pourquoi? Parce qu'un moindre signal mal interprété et on ne part pas dans la bonne direction, on ne réalise pas les choses. Donc c'est le champ
sur lequel on travaille. Quelles sont les questions qu'on se pose pour faire en sorte, notamment au niveau décisionnel, de nouveau je ne m'occupe pas de l'aspect hardware ou de l'aspect commande de bas niveau, commande sensorimotrice de ces systèmes-là, je m'intéresse plus aux aspects décisionnels et interactifs. Donc voici les questions qu'on se pose. Comment nous, humains, faisons-nous pour arriver à travailler, à collaborer de manière efficace? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est nécessaire pour être un bon partenaire d'une certaine manière? Alors comment nous fonctionnons? Nous avons, alors essentiellement ça se fait à différents niveaux, cette collaboration. À un niveau, on va dire, hiérarchique de haut niveau où on prend des décisions, on va dire, stratégiques ou complètes concernant la tâche. Et puis un niveau fin, bas niveau, on va dire, de coordination, ce qui est appelé le côté proximal, ou d'exécution, pendant le raffinement et l'exécution des tâches. Avec deux types d'interactions qui fonctionnent. De temps en temps, on est plutôt juste en coordination. Et parfois, on est obligé d'aller jusqu'à la collaboration, c'est-à-dire véritablement partager la tâche dans le plan global. Alors, le travail que nous faisons, nous, est un travail, on va dire, essentiellement de réflexion pour l'implémentation d'un système. Donc, l'approche que nous avons, c'est une approche orientée tâche. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse ici, essentiellement, c'est que je ne m'intéresse pas à l'interaction humain-robot où on est là juste pour faire du chatting, du chatbot ou accompagner quelqu'un dans une discussion. Il y a une tâche à faire, il y a une tâche à réaliser. Et donc l'interaction est orientée autour de la tâche, orientée pour réaliser la tâche. Et les questions qui se posent, c'est comment faire cette tâche de manière d'abord safe, bien sûr. J'aurais dû dire, je suis désolé, mes slides sont en anglais, sauf quelques-uns. Tout à l'heure, essentiellement parce que c'est de la réutilisation, bien sûr. Donc, réaliser la tâche. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une situation où l'humain et le robot sont présents, il y a la tâche, ils sont on va dire, en interaction multimodale, la parole et l'action, essentiellement. Ils sont en observation mutuelle, et ça c'est essentiel, c'est-à-dire que le robot observe la tâche et observe l'humain, l'humain observe la tâche et observe le robot, et le robot raisonne sur le fait qu'il est observé par l'humain. Ce deuxième niveau, de prendre en compte le fait qu'il est observé par l'humain quand il réalise la tâche. C'est pour ça que ce que vous voyez ici, représenté ici à droite, est le fait que le robot raisonne sur le fait que l'humain est là et qu'il est vu par l'humain dans sa tâche. Ce qui nous intéresse, c'est une tâche où il y a à partager la tâche, mais également l'espace. Là, je m'intéresse non pas à l'opérateur distant qui opère un robot distant, mais à l'humain et au robot qui sont présents, coprésents, en train de réaliser une tâche ensemble. Donc, comme je le disais, le système, notre approche est orientée tâche. Notre but, c'est de faire en sorte que cette tâche se fasse de manière dans des conditions de sécurité satisfaisantes, mais qu'elle soit également efficace. Il y a des critères d'efficacité. Et également des critères essentiels d'acceptabilité par l'humain de ce que fait le robot, notamment en termes d'interprétation correcte de ce qu'il fait. Donc il faut que le comportement du robot soit lisible, que son intentionnalité soit évidente à chaque fois qu'il agit, et qu'on sache vers quoi il va aller. Et l'approche que nous avons est une approche plan-based, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques de planification, essentiellement pour permettre au robot de raisonner sur la tâche, d'anticiper ses actions et d'être dans certaines conditions même proactif, en quelque sorte, puisqu'il peut anticiper les choses. Et il y a une notion là derrière de ce qu'on appelle but commun, shared goal, qu'il faut mettre en place pour qu'ensuite puisse se dérouler ce mécanisme d'action conjointe. Le dernier aspect qui est essentiel et qu'on va voir par la suite, c'est l'aspect théorie de l'esprit, essentiellement parce que la modélisation de l'humain dans le système est faite essentiellement par la mise en place au niveau du robot de capacités de prédire
et éventuellement d'agir sur l'état mental de l'humain, hein, sur sa perception, sur une estimation de la perception de l'humain de la scène et de la tâche. Hein. L'état mental, il faut le prendre au sens très étroit ici, de juste qu'est-ce qu'on fait maintenant et pourquoi on le fait. Hein, au sens là, et où on est, bien sûr. Et donc, comme je le disais, nous avons une approche constructive. Nous essayons de construire des systèmes pour faire ces choses-là. Et nous avons travaillé essentiellement sur deux aspects. D'un côté, l'aspect situation assessment, interprétation de situation, comment interpréter correctement une situation. Et le deuxième volet, qui est l'aspect synthesis, l'aspect synthèse de comportement du robot. Donc il y a deux aspects décisionnels, l'interprétation, et au long temporel, hein, le long du processus, et également la synthèse du comportement, à chaque moment, comment synthétiser, produire l'action du robot qui convient pour dérouler la tâche. Alors, il y a des citations en bas de temps en temps pour ceux qui seraient intéressés. La synthèse, on va voir ce qu'elle comporte, essentiellement de l'action, de mouvement et de manipulation. Alors, pour vous donner une idée un petit peu du genre de robot qu'on manipule, voici un schéma de choses que nous avons fait, des ingrédients. Quand j'ai parlé de notion d'architecture. Hein. L'architecture, c'est en fait essentiellement l'identification d'un certain nombre de composants décisionnels et leur articulation pour pouvoir réaliser un système et le contrôler pour conduire ce type de tâches. Donc nous avons travaillé sur ces notions-là, construire une architecture de système que je ne vais pas discuter ici, hein, c'est plutôt de l'informatique, on va dire. Et nous avons travaillé sur des ingrédients qui permettent au robot de réaliser un certain nombre de ses fonctions. J'en vais en citer quelques-unes. Ici, une navigation du robot. Jusque-là, on étudiait les déplacements des robots de manière à éviter, à faire en sorte que les robots atteignent leur cible, et par ailleurs qu'ils ne cognent pas les obstacles. Il s'ajoute une notion à partir du moment où il y a des humains dans la scène, de faire en sorte que cette fois-ci, les trajectoires qui sont produites, il ne suffit pas simplement d'éviter un humain, mais de ne pas le gêner dans la tâche ou de s'approcher de lui correctement, de ne pas le surprendre, etc. Donc s'ajoutent des notions complémentaires à ces notions, des contraintes complémentaires au mouvement du robot. De nouveau, que ce mouvement soit lisible et compréhensible dans la manière dont le robot se déplace. Donc, il y a tout un ensemble de travaux là-dessus, des publications sur cette notion de human-aware navigation. De manière symétrique, la manipulation, cette fois-ci le 3D, manipuler des objets, là aussi il y a tout un travail sur la synthèse de comportement de robots human-aware. Exemple, quand je tends un objet, là par exemple la rue Fin, j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça. J'ai fait comme ça, parce que non seulement, c'est la même chose, je vais atteindre, le but final est le même, je vais atteindre cette position, mais je vais l'atteindre de manière, et en même temps que je la fais, transmettre cette information du fait que je suis en train de tendre un objet à l'humain. Et en faisant ceci, j'ai aussi pris en compte, alors je ne suis pas allé jusqu'à lui, on y viendra tout à l'heure, je me suis orienté vers lui, j'ai réduit la distance entre moi et Ruffin, et ainsi de suite. Toutes ces notions-là sont prises en compte dans ces systèmes-là, pour une fonction particulière, juste human-aware manipulation. Et puis, on a autre chose, tout à l'heure, Ruffin a parlé de affordance, calculer les affordances. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous servir d'abord à savoir quoi faire et à interpréter correctement ce que l'humain dit. On va le voir tout à l'heure, les requêtes de l'humain. Une notion essentielle sur laquelle nous avons travaillé de prise de perspective, c'est-à-dire de raisonner sur la perspective de l'humain de nouveau pour interpréter correctement ce qu'il va dire et produire des comportements qui lui sont compréhensibles, puisque c'est dans sa perspective, ce n'est pas dans celle du robot, perspective géométrique, mais aussi perspective au niveau état mental, comme je l'ai dit. Et se pose la question, quand on fait ça et ça, de construire, quand on essaie d'estimer l'état mental de l'humain, il se peut qu'il y ait des divergences, qu'on détecte que le robot d'abord doit les gérer, et ensuite, éventuellement, détecter puis gérer des divergences dans les interprétations, dans les croyances, comme on dit dans le système, les beliefs, apprendre dans l'informatique. Et puis, alors, il y a d'autres aspects également qui sont le Human Aware Task Planning sur lesquels je viendrai tout à l'heure.
Le contexte applicatif, voici quelques exemples de systèmes auxquels nous avons participé à déployer. Des robots guides dans des aéroports, un robot réalisant des tâches de fetch and carry, va me chercher la télécommande, ou va me chercher un bouquin ou une canette. D'autres exemples ici d'un robot qui, je le montrerai tout à l'heure, l'exemple, qui guide les gens dans une galerie marchande. Et puis un dernier exemple ici de robot collaboratif, là c'est le robot équipier, qui travaille avec un humain dans une tâche manufacturière, de laboratoire ici. L'architecture, nous avons proposé des architectures, nous avons des papiers là-dessus que je ne vais pas dévoiler ici, je vais parler de nouveau essentiellement, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est les ingrédients. Et un ensemble d'ingrédients ici, de composants, qui ont été définis et qui sont ensuite articulés pour réaliser un système qui vont bien sûr de l'aspect perception jusqu'à l'aspect interprétation, jusqu'à l'aspect planification et contrôle de planification des plans, de production des plans essentiellement, et puis contrôle de l'exécution de ces plans. L'essentiel là-dedans, et c'est sur ça que je voudrais, je sais pas où j'en suis, je pense que je suis un peu lent. Les questions qu'on se pose quand on construit ces systèmes-là sont résumées ici. À chaque instant, le robot doit se poser les questions suivantes. Quoi? Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qui fait? Et parfois, le robot, il serait sage que le robot ne fasse pas, qu'il laisse l'humain faire. Voilà. Qui fait? Donc choisir qui fait et interpréter vraiment qui fait, et laisser le choix. Ou faire, c'est très important, parce que très souvent, et ce n'est pas du tout simple, même quand on a choisi de faire une action, il faut choisir où la faire, parce qu'il y a des endroits qui sont préférables à d'autres, parce que cet endroit on peut gêner, d'autres endroits sont plus efficaces, de nouveau plus visibles, et ainsi de suite. À quel moment? Le quand est très important. C'est également une question de décision importante qu'on ne peut pas négliger quand on construit ce genre de système. Et puis le comment. Comme je l'ai dit, il y a différentes manières de faire une tâche, une infinité de manières de la faire. Certaines sont bien préférables aux autres, notamment pour ces questions de fluidité du comportement et de pertinence et de compréhension par l'humain de ce que fait le robot. Et pour faire ça, ça se fait à différents niveaux d'abstraction, comme je l'ai dit, à différents horizons temporels, immédiatement, mais aussi sur un terme moyen, on va dire, pour la tâche. Et notre problème, c'est que nous sommes à la recherche de modèles. Nous travaillons, nous sommes sur la quête de modèles, nous avançons petit à petit sur les modèles. Joint Action est un exemple conceptuel de modèle derrière ça, et puis après, il faut aller plus fin, bien sûr. Et ce que je vais illustrer à partir de maintenant, c'est quelques modèles et quelques mises en œuvre qui sont mentionnés ici de manière indirecte. Les modèles vont être essentiellement orientés, par exemple, sur ajouter des notions de coût et d'utilité, pour pouvoir choisir parmi les plans ceux qui sont préférables. Et les coûts et les utilités ne vont pas être des mesures uniquement de performance et d'optimalité en temps, mais vont être des mesures d'optimalité en termes de visibilité, en termes d'accessibilité par l'humain. Donc d'autres critères vont être ajoutés dans les coûts et les utilités, qui ne sont pas uniquement des critères de nouveau d'efficacité pure et dure. Le robot tout seul, il fait comme ça. Quand il est avec l'humain, il fait différemment. Et puis ça dépend de l'humain avec qui il interagit, bien sûr, là aussi, il faut s'adapter. Les modèles d'interaction, j'y reviendrai. Et puis les aspects planification, on y a travaillé à différents niveaux, à un niveau symbolique, de haut niveau, mais également à un niveau géométrique, c'est-à-dire produire les mouvements pour réaliser les tâches. Et alors, je l'ai mentionné, je reviens ici parce que je l'ai dit avant, quand on réalise une action, on se rend compte que l'action comporte souvent deux aspects quand on fait de l'action conjointe. Non seulement le but effectif essentiel de l'action, réaliser une modification de l'environnement, mais également le fait qu'il y a un observateur ou il y a quelqu'un en face et il faut qu'il comprenne cette action. Et donc il y a un aspect communication qui peut être intégré dans l'action elle-même quand on la réalise, et qui est également un critère essentiel dans la production de la manière de faire cette action. Alors, je vais, à partir de maintenant, montrer quelques exemples et en discuter. Et avant de faire ça, je fais une pause pour essayer, parce que j'ai essayé de caler ces choses-là au contexte d'aujourd'hui. Les communications verbales, vous parlez de communication langagière, voilà, entre l'humain et le robot.
Alors, comme je l'ai dit, il faut l'interpréter comme ça. J'ai fait l'effort de le rendre un peu explicite ici, sur ce volet-là. Il y a un volet qui nous intéresse, bien sûr. Les communications que nous considérons, notamment verbales, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi, j'ai parlé des signaux, d'échange de signaux de coordination et de signaux de facilitation pour l'attention jointe, etc., sont orientées tâches. Donc, c'est les seules choses sur lesquelles nous avons travaillé, donc des communications pour pouvoir soit spécifier la tâche en interaction ou l'affiner avec l'humain, soit accompagner sa réalisation. Voilà le type de communication verbale sur lequel on travaille. Et ça correspond donc à la gestion des requêtes, à l'affinement des choix, à la communication intégrée, on va dire, dans la panoplie des actions que peut faire le robot. Il peut bouger, il peut parler, il peut faire les deux, etc. Et puis les questions qui vont se poser aussi à partir du moment où parce que c'est nécessaire, cette action de communication, et puisqu'elle accompagne la tâche, va se poser le problème aussi de choisir quand et quoi communiquer pour la réalisation de la tâche de nouveau. Je parle du point de vue du robot. Donc, et l'approche qui a été développée, je l'ai dit, est dans le cadre de l'action conjointe, donc réalisation d'une tâche et du plan qui va être associé. Ah oui, il y a une chose qui est importante aussi également, que je ne vais pas beaucoup développer ici, c'est la notion de gestion de l'engagement. En anglais, on parle de commitment, où il est important, quand on réalise une tâche avec un collègue, avec un partenaire, de bien vérifier qu'il veut toujours la faire, qu'il est toujours engagé, que la tâche est toujours faisable, qu'il est bien informé de là où on en est. Donc le côté commitment est essentiel, de nouveau, pour que le robot ne soit pas intrusif, qu'il soit pertinent et qu'il respecte l'humain. Et aussi pour relancer éventuellement dans le cas où l'attention, ou détecter simplement que l'attention n'est plus là, soit la rétablir, soit décider de la couper complètement, d'abandonner la tâche puisqu'il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de commitment de l'autre côté, d'une certaine manière. Donc le verbal peut servir également à ça, bien entendu, mais encore une fois, faut-il qu'il soit pertinent. Et on a traité également des exemples de verbalisation, notamment sur ces deux champs-là que je vais montrer. D'une part, la verbalisation d'un chemin. C'est pas si simple que ça, parce que verbaliser un chemin, ça veut dire qu'on le planifie, ça veut dire qu'on le planifie pour l'autre, pas pour soi, puisqu'on l'indique à d'autres. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on l'ancre dans l'environnement. On va y revenir tout à l'heure, ce dont parlait Ruffin, parce qu'on va revenir sur l'aspect ancrage des actions dans l'environnement et dans les capacités de l'humain. Et puis, le REG, que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi, donc la génération d'expressions de référence, de REG, dans ce cas-là, essentiellement pour désigner un objet ou une entité à l'humain, ou comprendre une désignation que l'humain fait au robot. Et sur lequel nous avons apporté quelques originalités, notamment puisqu'on est dans un contexte humain-robot, des choses enrichissent ces choses-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la perception. Il faut qu'on le robot dans une scène, de nouveau, j'en ai parlé, où il y a une perception. Le robot doit interpréter la scène pour lui et également essayer d'estimer l'interprétation que l'humain a de la scène. C'est à partir de cette perception qu'il va faire un ancrage, qui va construire Alors, l'ancrage chez nous, c'est essentiellement passer d'une perception à des symboles qui vont servir à produire des buts et ensuite construire des plans et une description symbolique de l'état du monde et éventuellement de le verbaliser. C'est le deuxième niveau. Mais il n'y a pas toujours besoin de le verbaliser. Il est quand même important de passer du niveau, à cet ancrage symbolique, depuis la donnée de la perception jusqu'aux symboles, aux relations entre les objets, les identifications des objets, leurs relations, la reconnaissance de situation du type « il me regarde ». C'est un ancrage qui est essentiel pour le robot, ou « regarde ici », là aussi, dans ce sens-là. Et puis, alors comme je l'ai dit, avec ce « regarde ici », il y a aussi cet ancrage inverse, en quelque sorte, où, à partir d'un ordre, il faut qu'on le transforme en action. Et on verra des exemples où, à partir d'un ordre, il faut qu'on fasse un ancrage inverse pour savoir à quoi correspond un ordre symbolique. Pose le là, comment transformer le là
en une position que le robot doit utiliser pour poser un objet. Donc c'est l'ancrage inverse en quelque sorte. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'estimation de cet état mental, je l'ai mentionné, la gestion des divergences. Et le troisième, planification. Alors j'ai mentionné quelque chose d'intéressant ici, cette notion d'action jointe. Planification pour les deux. C'est-à-dire que le robot, non seulement il planifie pour lui, mais il essaie d'anticiper ce que l'humain va faire. De nouveau pour lui faciliter la vie, pour lui faciliter la tâche. Donc le robot, en fait, planifie aussi pour l'humain. Ou en tout cas l'anticipe. Et de nouveau, pourquoi? Pour choisir parmi les plans possibles futurs ceux qui seraient préférables par l'humain, ceux qui seraient acceptés plus facilement par l'humain, et ainsi de suite. Donc j'attaque le premier point, la perspective. Ah, tu as fait un signe, tu m'as inquiété. Ah, d'accord. Est-ce que je sais? Ouais. D'accord. Le premier point, c'est l'aspect perspective. Donc, la première chose qu'on a quand on met un humain et un robot, c'est ça, finalement. On a ce problème-là. Et on aimerait bien y répondre en partie. Comment le robot va interpréter correctement la vision de l'autre et va interpréter correctement ce que dit l'humain dans la scène ou exprimer correctement des choses à l'humain. Et alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, dans un premier niveau, nous réalisons ça sous une forme, on va dire, géométrique. Les questions que le robot doit se poser sont celles-ci. De nouveau, je m'intéresse à des opérations de navigation et de fetch and carry. C'est ça qu'il faut voir. Je manipule des objets et je me déplace, l'humain et le robot. Pas plus large que ça. Mais déjà là, ça fait pas mal de choses. Les questions qui se posent pour un robot pour des situations comme ça, c'est, par exemple, comment je peux calculer une position d'un objet pour que l'humain le voie? Est-ce que je suis dans une position où le robot me voit? Comment je puis faire pour à la fois tendre un objet et que l'humain voit la tête du robot, et des choses comme ça. Et comment aussi interpréter une phrase que dit l'humain. Donc, comment on fait? Eh bien, essentiellement, à partir d'un... Ah, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens. À partir d'un état du monde que vous voyez ici, alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que le but étant de travailler sur un aspect décisionnel, nous avons simplifié beaucoup la perception. Les objets ici sont reconnus sur la base de tags, et la personne ici, Aurélie en question, est localisée et traquée avec un système de capture de mouvement. On peut faire autrement, mais là, le but, ce n'est pas celui-là, c'est le côté décision. Résultat, dans le modèle que le robot construit de la scène, vous le voyez ici, il voit un humain, il voit la table, et il voit des objets, et il localise des objets sur la scène, la table et les objets. À partir de là, le robot, donc ça c'est la vision du robot de la scène. Il calcule, à partir de cette information-là, des faits, c'est l'ancrage. Tel objet est sur la table, tel objet est près de tel objet est accessible à l'humain, tel objet m'est accessible à moi, robot, et ainsi de suite. Okay. Il calcule les affordances et les relations entre les objets, d'un niveau à un niveau symbolique, de manière à pouvoir ensuite comprendre et échanger des tâches avec lui. Excusez-moi, je reviens. Et ce qui fait par ailleurs, c'est qu'il essaie d'estimer la perspective de l'humain dans la scène. Et en faisant ça, comme dans un jeu vidéo, en quelque sorte, il reconstruit l'image que l'humain pourrait avoir de la scène et il la traque. Et dans cette image-là, il calcule l'effet que l'humain pourrait calculer et qui serait ce que voit l'humain de la scène et l'effet qu'il peut calculer. Et c'est comme ça que le robot estime l'état mental de l'humain par rapport à la scène. Donc c'est une sorte d'implémentation d'une théorie de l'esprit très limitée et qui pose déjà des questions, qui permet déjà au robot d'interpréter correctement une scène de manipulation d'objets ou de déplacement, je le montrerai tout à l'heure. Et à partir de là, eh bien, ça nous a permis de voir si on était capable de faire l'équivalent du test de Sally et Anne, très connu en psycho, où on trompe les enfants en bas âge sur le fait qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité dans le monde différente de celle qu'ils ont dans leur tête par rapport aux agents dans la scène. Je ne le commente pas ici.
Donc, nous l'avons implanté sur un robot. On s'est inspiré de ça. Et je vais vous le montrer tourner ici. Essentiellement, le robot est rouge. On met ça. Et vous allez voir deux personnes, bleues et verts, qui portent des t-shirts bleus. Donc, voici une scène. Donc, de nouveau, ce que vous voyez ici, c'est... Ah, excusez-moi. Je me trompe de bouton à chaque fois. Ce que vous voyez ici, c'est... Donc, le robot localise lui-même, vous le voyez là. Là, on a utilisé une Kinect pour localiser. Il n'y a pas de capture de mouvement. Le robot, sur cette scène, reconstruit le modèle à partir des tags qu'il voit ici. Il reconnaît les objets, il les localise et les place dans son environnement ici. Et à partir de là, il peut calculer les faits dont j'ai parlé, y compris les faits tels que l'humain les calcule. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour que les gens puissent le voir. Voilà. Donc ici, on voit la scène telle que le robot l'a reconstruit. Alors je vais poser ça. Donc voilà. Donc sur cette image-là, le robot construit un modèle et vous le voyez ici, les petites sphères rouges et bleues correspondent à l'état mental de chacun des deux agents, d'une certaine manière. On avance, vert arrive, et il se place dans une situation où il est voisin, très voisin de bleu, on l'a fait exprès, et donc il partage la même perspective, d'une certaine manière. Donc le robot construit aussi les beliefs de l'humain, les croyances de l'humain par rapport à la scène, où sont les objets, essentiellement. Ce qui va se passer, donc voilà, c'est fait ici, ce qui va se passer, c'est que vert part, et bleu modifie la scène, donc notamment place un objet, comme vous le voyez, il l'a pris là, hein, il a pris cet objet ici, et il l'a mis là, à un endroit qui va être masqué à, donc voilà, à vert qui va venir, et là, le robot va interpréter que vert a vu que l'objet qui était là n'y est plus, mais il ne sait pas où il est. Donc il y a bien une différence de croyance sur l'état du monde entre le bleu et vert et le robot. Bien sûr, on suppose ici que le robot a la vérité d'une certaine manière de la scène, puisque de toute façon c'est celle qu'il a de la scène. Et grâce à ça, alors je peux vous le montrer, je l'ai montré en stop, mais ça tourne en temps réel, hein, ce genre de choses. Le robot est capable de traquer cette scène et de maintenir à jour l'état du monde, donc l'état des perceptions de chacun des beliefs, de chacun des humains. Et donc à partir de là, le robot serait capable, par exemple, s'il a besoin que vert prenne l'objet qui était caché, de lui dire. Et là, il est pertinent. Il ne va pas lui parler d'objets que vert voit. Là, le vert ne voit pas cet objet. Il est pertinent de lui dire. Et il est pertinent de lui dire pourquoi ? Parce que dans la tâche, il en a besoin. Va chercher l'objet là. Alors j'ai un autre petit film où vert fait simplement ça. Et automatiquement, le robot met à jour le modèle. Il n'a plus besoin de lui dire. Parce que vert est curieux, et qu'il s'est penché, qu'il a regardé derrière l'objet. Donc voilà un exemple de pertinence dont on aimerait doter le robot pour qu'il puisse interpréter correctement ce qui va se passer dans la scène. Alors on le fait aussi dans la vision par rapport au robot. Là, ce que vous voyez, c'est un robot qui... Alors, vous voyez ici, ici l'image du robot et une segmentation de l'image du robot de la scène, donc l'humain en rouge et puis quelques objets sur la table qu'il a identifiés. Et ce que vous voyez à droite ici, c'est l'image que le robot estime que l'humain voit de la scène. Donc vous voyez que le robot sait, la voix fort, qu'il est vu dans cette scène, par l'humain. Donc cette capacité-là, de nouveau, va aider l'humain. Et quels sont les objets que l'humain voit dans la scène et qu'il ne voit pas ? Eh bien, à partir de là, on peut réaliser ce genre de choses, où là, le robot calcule, par exemple, on demande au robot, donne un objet à l'humain. Donc le robot calcule des régions dans l'espace qui sont accessibles et visibles par l'humain, et il va poser un objet qui est accessible à l'humain, sans qu'on ait dit au robot, c'est ça qui est intéressant, sans qu'on lui ait dit, pose l'objet en x égale 32, y égale 27. On lui a dit, pose l'objet à l'humain. Donne l'objet à l'humain, ou mets-le à un endroit qui lui est accessible et visible. Donc voilà un ancrage, on va dire, dans le sens inverse. Alors on peut aller plus loin. Il n'y a pas que les affordances, ce n'est pas uniquement je peux faire, il y a l'effort pour faire. Donc là, ce robot calcule l'effort pour voir et l'effort pour attraper
des objets dans la scène pour différents partenaires. De nouveau, en estimant les distances, en estimant les champs de visibilité. Et à partir de là, le robot peut répondre à une tâche et la réaliser du type pose les 3 canettes de manière à ce que l'humain puisse les voir et les attraper. Okay. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment on a donné une valeur numérique à l'humain, au robot. On a simplement formulé symboliquement un ordre que le robot a interprété. Alors de nouveau, il y a du raisonnement symbolique, du raisonnement géométrique, du calcul de visibilité, mais on peut faire ce genre de choses et ça marche dans ce cas-là, et je pense que c'est pertinent. Alors, maintenant, on peut exploiter ces perspectives. Pour ça, on l'exploite. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, c'est le robot qu'on a déployé dans une galerie marchande en Finlande. Ce robot-là, son but, c'était pas de se déplacer beaucoup, c'est de remplacer un petit peu le guichet pour indiquer les lieux et conseiller les gens. Il avait un modèle de 3D entier de la galerie marchande, ou en tout cas de la partie visible de la galerie marchande, et après un plan topologique pour le reste. Et dans ce plan, dans ce modèle, il était capable de calculer, vous le voyez ici, les visibilités depuis un endroit et puis en se déplaçant, celles qui apparaissent et celles qui disparaissent, des objets dans la scène. Notamment les passages, les escaliers, les débuts de couloirs, ou alors les insignes des magasins. Et à partir de là, il est capable de calculer la perspective, la sienne et celle de l'humain qui vient interagir avec lui, et donc peut choisir de se placer et d'inviter l'humain à se placer de manière à, quand il lui fait une indication, de s'assurer qu'il partage la perspective et qu'il voit la même chose. Et c'est ce qu'on a réalisé ici, donc je n'ai pas le temps de détailler, mais ce robot-là, contrairement à plein de robots qu'on a vus dans plein d'endroits, ici, quand il pointe sur quelque chose dont il s'est assuré qu'elle est vue de la personne avec qui il interagit. Pourquoi ? Et à partir de là, il peut décrire le chemin. Vous voulez aller acheter des chaussures, vous empruntez ce couloir, et ainsi de suite. Et il verbalise le chemin sur cette base-là. Donc voici comment c'est fait. Et le robot, en permanence, en fait, là, je vais vous montrer ce qui se passe en interne, calcule la perspective que l'humain a de la scène. Okay. C'est ça qui est calculé en permanence dans ce que vous voyez passer. Le robot, et donc là, il sait qu'il est vu, par exemple, et il sait que le passage là-bas que vous voyez, où il y a l'escalator, est visible. Donc là, il peut lui dire, c'est par là, ou c'est par là. Okay. Voilà. J'avance. Alors, j'ai parlé du REG, je vais aller très vite parce que je voulais vous montrer autre chose. Le REG, on a utilisé ces modèles-là, que je vous ai mentionnés, pour faire un REG pertinent, où le robot, quand il fait un REG, quand il faut soit qu'il interprète une requête de l'humain, soit qu'il a besoin d'identifier ou de référer à un objet dans la scène à un humain, eh bien, il est capable de le référer de manière non ambiguë, en prenant en compte la perspective de l'humain et en raisonnant dessus. Ce que vous avez ici, il y a 2 cas. Le robot est capable de formuler, par exemple, s'il fallait pointer le stylo qui est dans le verre vert, voilà, parce qu'il y a 2 stylos bleus, il ne pouvait pas dire le stylo bleu simplement, s'ils étaient de couleurs différentes, il aurait dit simplement la couleur. Là, il est obligé de dire le stylo qui est dans le verre vert, par exemple, des choses comme ça. Et puis un autre cas aussi qui peut être intéressant, je vais le montrer un peu plus, c'est d'utiliser pour la référence des actions passées, une expérience commune qui a été réalisée, où le robot peut utiliser, puisque la personne a été là, où il y avait un 3e observateur qui était là, qui a interprété la scène, il peut formuler des références en disant, parce que de nouveau, s'il y a ambiguïté, sinon ce n'est pas la peine. Mais s'il y a ambiguïté, s'il y a 2 couteaux de la même couleur, par exemple, ou de la même taille, il peut référer à un couteau sous la forme le couteau qu'a utilisé un tel pour couper la salade ou des choses comme ça, parce que la personne a été là pour le faire. Je vais sauter cette partie-là parce que je pense que pour vous elle est triviale. Pour ça, on utilise d'une part une ontologie avec une sémantique des objets et leurs références, et puis les relations dont je parlais qui sont calculées dans la scène, la perspective, et à partir de là, eh bien, on calcule, donc en raisonnant sur l'état mental de l'humain, vous voyez ici, on calcule le chemin le plus court dans un graphe pour pouvoir formuler. Alors bien sûr, on utilise dans ces relations que des relations qui sont exprimables, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, qui sont verbalisables d'une certaine manière par le robot. Et à partir de là, le robot peut formuler une référence non ambiguë dans la scène.
Alors là, justement, pour montrer les limites de la chose, vous pouvez le voir ici, je vais mettre le son. Là, le robot a une perception très limitée, il ne reconnaît pas les objets, simplement il les identifie par leur couleur et leur forme. Et vous voyez qu'à partir de là, il y a du son, mais vous ne l'entendez pas. Bref, dans la première scène ici, c'est un peu dommage, il a dit donner, comment dire, il a indiqué, parce qu'il y avait un seul objet blanc de forme cylindrique, et ça suffisait. À un moment donné, on ajoute la bouteille, et à ce moment-là, le robot ajoute le petit objet blanc cylindrique, pour distinguer, parce qu'il y a deux objets cylindriques blancs dans la scène. Voilà. Alors, je passe la partie communication en utilisant les actions passées, et j'arrive à 5 minutes, d'accord, à l'élaboration de plans. Donc là, on a essentiellement travaillé sur l'interprétation de plans. L'interprétation en termes de groupe. Maintenant, l'élaboration de plans, c'est-à-dire la production, la synthèse d'un comportement pour réaliser la tâche et en même temps d'un comportement on va dire collaboratif, d'une certaine manière, suppose, je l'ai dit tout à l'heure, de gérer explicitement dans la production de ces plans le fait qu'on peut être deux à faire la tâche, il y a un aspect activité conjointe, l'aspect de nouveau, lisibilité, acceptabilité, et puis on peut ajouter d'autres notions qui viendraient s'ajouter par la suite des tâches, on va dire de compliance aux conventions et des choses comme ça. On peut ajouter dans la recherche de plans des situations qui sont faisables, mais qu'on n'aime pas, qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, que le robot tienne, je sais pas, une serpillière d'une main et un verre d'eau de l'autre quand il vient vous voir. Par exemple, des choses comme ça. Il faut séparer ces deux choses-là, bien qu'il ait deux bras, qu'il pourrait faire les deux en même temps. Okay. Voilà, ce genre de choses. Donc, le travail consiste ici à élaborer un système qui fait que le robot non seulement raisonne sur ce qu'il peut faire dans la tâche, mais également ce que l'humain pourrait faire dans la tâche. Donc, ici, c'est tout simple, c'est de prendre tous les objets qui sont sur la table et de les mettre dans la boîte. On déplace juste la boîte et le plan change. Dans un premier cas, le robot fait tout. Dans la deuxième, il demande à l'humain de l'aider à faire la tâche, parce qu'il va lui passer l'objet et il va les mettre dedans. Et ça, c'est fait parce que le robot raisonne sur les capacités de l'humain à faire la tâche. Et puis après, il y a un problème de choix, effectivement. Donc après, il faut verbaliser le plan, demander, et ainsi de suite. Ou alors, peut-être simplement anticiper, faire le geste, et il y a de fortes chances que l'humain l'interprète correctement et fasse la suite de l'action. Ce sont en général des plans très simples pour l'humain. Et ceci s'est fait comment? C'est fait essentiellement par l'utilisation de HTN, de réseaux de tâches hiérarchiques, dans lequel non seulement on décompose la tâche, mais aussi on fait une affectation, en quelque sorte, à l'agent qui fait, l'humain ou le robot. Et parmi les plans possibles, c'est le plan que vous l'avez en bas, on va choisir, sur la base de coût et d'utilité, les plans préférables, ceux qui vont faciliter la tâche à l'humain, et ainsi de suite. Par exemple, ici, voici deux plans pour faire la même chose. Le premier, le robot va préférer le deuxième. Pourquoi? Parce que dans le premier, il va mettre le robot en attente, il va mettre l'humain en attente. Okay. L'humain va devoir intervenir 2 fois dans le plan, une fois il va attendre et une fois pas. Il vaut mieux mettre l'humain dans une situation où c'est pas lui, où c'est le robot qui attend, c'est pas lui, et où il y a une seule synchronisation. Donc parmi les plans que le robot va choisir plutôt celui-là. Voilà le genre de choses qu'il fait. Non, c'est moi qui laisse. Là, il y a un plan qui est produit, le robot le verbalise. Vous allez voir le plan apparaître à un moment donné en bas de l'écran. Voilà. Le plan est produit, et ce plan-là, qui a été produit pour réaliser cette tâche-là, le robot peut le verbaliser et puis l'accompagner dans sa réalisation. Et éventuellement, on va le voir tout à l'heure, et éventuellement solliciter l'humain si l'humain finalement ne fait pas la tâche, ne réagit pas, ou fait autrement. Alors, j'ai mentionné cette question d'effort. Voici un autre exemple, cette fois-ci, c'est un calcul géométrique, où le robot, quand on demande à un robot de porter un objet à un humain, eh bien, c'est simple quand il peut atteindre l'humain, mais parfois il ne peut pas l'atteindre.
Donc il faut trouver une situation où il y a un rendez-vous qui va se faire et il faut partager les distances. Okay. Là aussi, le robot peut faire quelque chose. C'est minimiser la distance que l'humain va faire pour réaliser cet échange. Et ça aussi, on développe des techniques de plan et d'utilité où le robot calcule les accessibilités, estime les efforts des humains et à partir de là, peut produire des plans. Et puis aussi, vous pouvez aussi, suivant que vous avez le robot face à lui, un grand gaillard qui est pressé, il fait comme ça. Et si c'est une personne qui accepte que le robot soit plus intrusif et vienne jusqu'à la portée de l'objet, il le fait comme ça. Donc, Philippe me dit qu'il faut finir. Je vais finir très vite. Alors, je vais sauter toute une partie que je n'ai pas développée sur le commitment pour vous montrer juste un exemple qui peut vous intéresser. Voilà, celui-ci. Et je vais finir là-dessus. Où le robot, dans la tâche, va intervenir, raisonne non seulement, essaie d'estimer non seulement ce que l'humain sait de la scène, mais également ce que l'humain sait de la tâche. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a parfois des étapes de la tâche où quand on est absent et qu'on revient, qu'on ne peut pas interpréter correctement. Par exemple, et c'est ce qu'on va voir ici, je n'aurai pas le temps de le développer, à un moment donné, le robot essuie la table. Donc, quand l'humain a été absent, quand il revient, il ne sait pas si la table a été essuyée ou pas. Il n'y a aucun moyen de savoir. S'il avait été là, pas de souci. S'il n'est pas là, il y a une information que l'humain n'a pas. Et si le robot perçoit une hésitation du point de vue de l'humain, c'est-à-dire une attente, essentiellement, l'humain ne pose pas l'objet qu'il lui est posé sur la table, il l'informe. Okay. C'est ce qui se passe ici, je n'aurai pas le temps de le développer. Quand le robot produit un plan, l'humain, à un moment donné, va partir, et donc, le robot va changer le plan et avancer un peu plus les choses. Le robot va intervenir pour indiquer à l'humain, la table est nettoyée, vous pouvez poser des objets. Je vais arrêter là. J'aurai des questions. Merci Rachid pour cet exposé et aussi à Ruffin, excuse-moi que je ne pouvais pas être là ce matin, j'étais en visio. Moi je voulais juste souligner quelque chose qui pour moi est très important dans ces recherches-là. En TAL et puis en linguistique, on sait maintenant que le contexte non linguistique affecte beaucoup le sens véhiculé par un message linguistique. Et aussi, on sait, c'est très intéressant pour moi, qui vient de la sémantique formelle, où le sens est défini par une sémantique externaliste, c'est-à-dire vis-à-vis un modèle avec des objets, avec une récursion. Tout ça, ça a un écho maintenant dans les travaux de Rachid et de Ruffin, parce que on a maintenant les capacités, via le gros travail qui a été effectué en robotique. Vous avez vu un peu combien le travail doit être fastidieux et énorme. On a une plateforme expérimentale pour vraiment faire de la sémantique multimodale, ancrée de façon diverse, avec des architectures neuronales diverses, mais qui prennent en compte non seulement la sémantique lexicale, mais aussi la composition sémantique, qui est cruciale, bien sûr, pour la linguistique. Et on voit que Rachid en a bien besoin. Et c'est pourquoi, voilà, on a ces projets dans Anity. Grâce à Anity, on a pu faire ces interactions vraiment pluridisciplinaires maintenant entre linguistique, robotique et neurosciences. Et voilà, donc je crois que c'est important de dire ça, parce que sans Anity, on n'aurait pas eu cette collaboration, et j'en suis très content. Donc, merci. Donc voilà, c'est ce que nous mettons dans le panier pour commencer. Et puis, voilà, vous l'avez avec Ruffin par ailleurs et tout ça, sur ce projet qui va démarrer en novembre, et qui est mentionné ici.
Bonjour, j'ai fait à l'époque un petit travail déjà sur la reconnaissance de plans. Quand il y a ambiguïté entre plusieurs interprétations, Oui. entre une intention 1, une intention 2 de l'humain, est-ce que vous entretenez, est-ce que vous gérez des hypothèses multiples? Oui, tout à fait. Tout à De fait. quelle manière est-ce que leur leur plausibilité pas eu le temps plausibilité d'aller évolue? jusqu'au bout, mais j'ai un exemple comme ça joli où, comment dire, j'ai quelques exemples effectivement où alors ça dépend des tâches. Il y a des tâches où il n'y a pas de but commun. Chacun est indépendant et donc il faut interpréter ce que fait l'humain indépendamment du but. Et puis à un moment donné, il y a un but commun où on renforce l'hypothèse que l'interprétation est renforcée par le fait que l'humain va plutôt faire dans la tâche, participer dans la tâche, tout en essayant de détecter justement que l'humain ne le fait pas. D'accord, mais renforcement, mais avec des techniques numériques. À l'époque, j'avais fait du symbolique avec ça. Et au passage, sur la question de la theory of mind et l'interprétation d'une personne par une autre personne, je me posais cette question, est-ce qu'il y a une littérature assez riche dans la pure psychologie là-dessus? Est-ce qu'on peut Il y en a. Comment dire, évaluer la qualité d'une interprétation qu'une personne a d'une autre? Mais de toute façon, là, comme je l'ai dit, c'est de l'estimation, puisqu'on n'a pas la vérité. Pour nous, la vérification de la chose, c'est essentiellement que le robot fasse l'action que l'humain attendait. Non, plus largement, je voulais dire, c'est des interprétations paranoïaques clairement déviantes et clairement basées sur des émotions mal contrôlées, etc., par rapport à quelque chose de plus rationnel quand on interprète ce qu'a dit ou ce que pourrait penser une autre personne, les intentions. Faire des procès d'intention, par exemple, versus analyser plus froidement et plus raisonnablement. Il y a une littérature là-dessus Il y en a, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais vous la connaissez? Il y a des choses. Pour moi, je me limite, je l'ai dit, à cet aspect, ce qui est lié à l'environnement et à la tâche. C'est-à-dire que le robot ne s'occupe pas du fait que la personne aujourd'hui... Voilà, bien sûr. Voilà. Et notamment, il n'y a pas non plus, il pourrait y avoir par la suite, une interprétation niveau 1, on va dire, des émotions. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'interpréter l'inattention ou l'hésitation. Ou la surprise, ce genre de choses. Oui. 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 Non, on l'a fait un petit peu. Là, on ne l'a pas, parce que le problème de nos systèmes, c'est que les systèmes sont développés par des étudiants qui s'en vont et les suivants font autrement et partent ailleurs. On a eu une version du système où on calculait les relations, voilà, gauche-droite et des choses comme ça, en bas, en haut. Il y a quelque chose. Il y a des relations spatiales comme ça, effectivement, qui sont utilisées pour guider. Mais il y en a d'autres où parfois il n'y en a pas besoin. Et puis surtout, parfois les requêtes sont exprimées sans dire ça. Quand on dit donne-moi l'objet, ou pose-le sur la table, il faut le poser à un endroit accessible et ainsi de suite. Donc il n'y a pas toujours ces relations-là. Il y a aussi besoin de relations type accessibilité, visibilité, elles sont essentielles. Et puis après, des relations entre objets, effectivement les relations spatiales sont essentielles, proches d'eux, et puis on peut imaginer les autres relations spatiales en parallèle, etc. Ce genre de choses.